au-delà du miroir ce soir avec Romain Gherardi autour d'un livre qui va nous parler de 2 ou 3 vérités embarrassantes sur les adjuvants des vaccins. C'est paru aux éditions Actes Sud, question de santé. Ça s'appelle Toxic Story. Romain Gherardi est chef de service du centre expert en pathologie neuromusculaire de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. De 2000 à 2014, il a également dirigé une équipe de recherche de l'INSERM, Université Paris-Est Créteil, et il a contribué à plusieurs ouvrages médicaux collectifs et publié plus de 350 articles scientifiques. Romain Gherardi, bonjour. Bonjour. Alors, on va prendre le prologue de votre livre. Vous dites que l'histoire que vous entreprenez de raconter dans ce livre n'a pas encore de dénouement. C'est bien dommage d'ailleurs, c'est moi qui le raconte. C'est d'ailleurs pourquoi vous l'écrivez, porté par l'espoir d'en hâter la fin. Elle n'a pas de héros, mais des protagonistes. Vous en êtes l'un d'eux depuis 22 années par un de ces concours de circonstances qu'on peut nommer au choix, chance ou malchance, hasard ou destin. C'est l'histoire d'une nouvelle pathologie devenue peu à peu l'histoire d'une longue traque. Si le coupable court depuis 1926, la première scène de crime n'est photographiée qu'en 1993 et il faudra attendre encore 5 ans avant qu'il soit identifié. En 2016, il circule toujours sans être inquiété alors que la liste de ses victimes ne cesse de s'allonger. Chacun de ces procès, toujours dans l'ombre d'un huis clos, s'est soldé jusqu'à aujourd'hui par un non-lieu, faute de preuves, disent les autorités compétentes, faute surtout de moyens, car l'État, sidéré par la complexité de l'affaire, demeure en retrait. J'ai lu le prologue de votre livre pour montrer aux auditeurs que c'est un livre qui se lit un peu comme un thriller, on peut dire, ou comme un roman policier, qui va raconter toute l'histoire de votre vie. Ça commence en 1993, je crois. Oui, l'histoire est la suivante. Nous avons une réunion professionnelle de neuropathologistes, donc des spécialistes de la pathologie, du système nerveux et du muscle, où on se réunit régulièrement pour se montrer des choses étranges et demander l'avis aux collègues. Et en 1993, une collègue de Bordeaux présente une lésion tout à fait, qui s'appelle Michel Coquet, présente une lésion tout à fait inhabituelle sur une biopsie musculaire. Et elle dit, ben voilà, je ne sais pas ce que c'est, regardez, il y a des grandes cellules bleues dans le muscle, chez quelqu'un qui a des douleurs musculaires, qui est fatigué. Et j'ai jamais vu ça, j'ai regardé en microscopie électronique, j'ai vu des inclusions bizarres dans les cellules. Est-ce que quelqu'un a vu ça ? Et donc tout le monde regardait et tout le monde dit ben non, on a procédé par élimination et à la fin on se dit ben voilà, c'est un mouton à 5 pattes, comme on en rencontre assez régulièrement dans notre activité. Et il se trouve qu'après cette réunion, quelques semaines après, dans mon hôpital, l'hôpital Henri Mondor de Créteil, je suis à mon microscope et je tombe sur exactement la même lésion. Cette lésion n'existant pas dans la littérature scientifique décrite à ce moment-là. Et là, je commence à me dire, tiens, c'est assez étrange. Je regarde les manifestations cliniques du patient et le patient, il a des douleurs musculaires, il est fatigué, il se sent pas bien et on est comme ça sur des symptômes pas très bien caractérisés de douleur, fatigue, trouble du sommeil, trouble de la concentration. Et puis passe encore quelques semaines et toc, je tombe sur un 3e cas. Et puis après, je contacte mes collègues et partout en France, les gens qui font des biopsies musculaires tombent sur l'émergence donc de cette nouvelle pathologie. Et on convient tous ensemble de publier un premier article décrivant l'émergence de quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et en 1998, dans un grand journal qui s'appelle Le Lancet, nous publions cette lésion qu'on a qualifiée, qu'on a baptisée d'un nom barbare, myofasciite à macrophage, qui veut dire étymologiquement inflammation du muscle et de ses enveloppes, avec des cellules qui sont des macrophages, des cellules de l'immunité qui sont des éboueurs de l'organisme, qui étaient en très grande quantité. Et on l'a publié sans en connaître la cause.
Oui, vous êtes en 98. Donc, là, on est en 98. Donc en 98, on publie 15 patients aux quatre coins de la France, on avait identifié, qu'on a mis en commun. Et puis, un petit fragment de la biopsie avait été envoyé à un physicien pour essayer de comprendre ce que c'était que ces inclusions. Et, aux surprises, le biophysicien de Bordeaux nous dit vos inclusions, c'est probablement de l'aluminium. Alors on tombe de notre chaise parce que personne n'avait imaginé que de l'aluminium pouvait se mettre comme ça dans les muscles. Je contacte l'Institut de veille sanitaire qui s'était déjà mis au travail devant l'émergence d'une nouvelle maladie qu'on pensait tous être une maladie infectieuse émergente. Et ils font des investigations et ils ne trouvent aucune cause tangible à cette présence d'aluminium. Et pourtant, vous dites dans votre livre qu'en les mettant sous antibiotiques, ça règle certains problèmes. Alors, comme on pensait que c'était des maladies infectieuses, on les a mis sous antibiotiques, et certains patients, presque 1 sur 2, avaient une réponse qui n'était pas mauvaise aux antibiotiques. On reviendra à ça, mais en fait, ces patients, on comprendra que leur clinique correspond à une maladie qu'on connaît sous l'appellation syndrome de fatigue chronique ou encéphalomyélite myalgique, dont on sait qu'une proportion significative de personnes répondent aux antibiotiques pour des raisons qui ne sont pas bien comprises, soit que ce soit un effet antibiotique réel, soit que ce soit des effets indirects immunomodulateurs de certains antibiotiques. On n'a pas, pour l'instant, tout à fait compris le mécanisme de cette réponse, mais c'est quelque chose qui est parfaitement documenté dans la littérature, dans le cadre des syndromes de fatigue chronique, idiopathiques, sans cause avérée. Il se trouve que là, la cause, on a fini par la trouver, puisque j'ai acheté une encyclopédie du Reut d'immunologie, 3000 pages, et quand j'ai cherché immunité et aluminium, je suis tombé une nouvelle fois de ma chaise quand j'ai appris qu'on mettait de l'aluminium dans les vaccins. Et ceci depuis très longtemps. Et là, à partir de ce moment-là... Depuis les années 20 ? Alors, depuis 1926, en fait, on utilise comme adjuvant, donc on va faire un petit stop sur les adjuvants. Un vaccin, ça consiste donc à reproduire une fausse maladie infectieuse pour éduquer le système immunitaire à reconnaître un agent infectieux pour le combattre s'il le rencontre pour de vrai. Les adjuvants sont indispensables à avoir une bonne réponse immunitaire pour certains types d'antigènes, pour certains déterminants infectieux. Et donc, si vous voulez, on a utilisé beaucoup d'adjuvants différents, mais les adjuvants qui ont donné une très bonne réponse, ce sont les adjuvants à base de sel d'aluminium, qui ont été proposés en 1926. Et si vous voulez, pour faire très simple, ce sont des petits cailloux, des agglomérats de particules, qui forment comme un élément solide de petite taille. Comme du gravier. Comme des petits graviers, mais dont les cailloux seraient de la taille d'une bactérie. Et sur chacun de ces petits cailloux, l'industriel colle des antigènes, c'est-à-dire les plumes de la bactérie, ce qui fait que quand le système immunitaire va rencontrer cette fausse bactérie, il va la prendre pour une vraie bactérie, il va la manger, il va lui arracher ses plumes et il va les présenter au système immunitaire pour qu'il y ait une éducation du système immunitaire contre cette bactérie. Et donc, ces adjuvants aluminiques sont utilisés depuis 1926, mais ils étaient utilisés dans un petit nombre de vaccins, notamment les vaccins contre le tétanos. Il y avait d'autres adjuvants, notamment à base de phosphate de calcium, qui fonctionnaient de la même manière. L'Institut Pasteur a utilisé du phosphate de calcium pendant des années. Et puis, pour des raisons de logique industrielle, quand Biomérieux a racheté Pasteur Vaccin, ils ont décidé, on pourrait revenir là-dessus si ça vous intéresse, de tout aligner sur l'hydroxyde d'aluminium, plutôt que de conserver le phosphate de calcium qui était classiquement utilisé à Pasteur. On découvre donc que 100% des patients sont vaccinés, que l'émergence était liée à deux phénomènes. Le premier phénomène était une vaccination extrêmement intensive
de vaccination contre l'hépatite B dans les années 90. Il y a eu près de 100 millions de doses qui ont été distribuées en moins de 10 ans. La question qu'on pouvait se donc poser... 100 millions de doses en France. Hein, pourquoi ça attend 60 ans voilà. pour qu'il y ait une émergence de... Alors, il y a deux raisons. Hein. La première, c'est que on a commencé à faire des vaccinations de masse intensives à plusieurs injections de l'hépatite B. Au départ, l'hépatite B, c'était 4 injections. Puis après, c'est passé à 3 injections. Alors que le tétanos, c'est une injection tous les 10 ans. Donc, il y a eu une augmentation de l'administration d'adjuvants dans la population à l'occasion de cette première campagne très intensive de vaccination. 690 millions de doses en 15 ans. Dans le monde, mais c'est 90 millions de doses en France. Ah oui, c'est 90 millions. 90 millions de doses en une dizaine d'années en France, ce qui est énorme pour une population. Et on vaccinait dans les collèges, je me souviens. Alors, on vaccinait, normalement c'était fait pour protéger dès l'âge pédiatrique. Et en fait, il y a eu un dérapage et il y a eu une promotion à très large échelle pour une vaccination chez les sujets adultes. Et donc des adultes dont le système immunitaire n'est plus tout à fait aussi performant que celui des enfants se trouvaient confrontés à être primo-vaccinés contre l'hépatite B à l'âge de 45 ans. Et cette primo-vaccination, visiblement, a été une source de problèmes puisque dans l'histoire de la pharmacovigilance française, il n'y a jamais eu autant de déclarations d'effets secondaires qu'après cette campagne contre l'hépatite B. D'ailleurs, l'État en France l'arrête, cette campagne dans les collèges, en 98. Oui, c'est ça. Donc il y a eu le gouvernement a un peu hésité sur la bonne procédure à adopter. Kouchner, qui était à l'époque le ministre de la Santé, a pensé que dans un principe de précaution, on arrête cette campagne énorme. Ça lui a été beaucoup reproché, mais en fait, finalement, il a eu un réflexe logique. Et donc, cette énorme campagne de vaccination a été certainement un des éléments d'avènement de cette myofasciite à macrophages, sous nos microscopes. Et il y a un deuxième facteur, c'est qu'au tournant des années 90, l'OMS a décidé de recommander les vaccinations intramusculaires, alors qu'avant elles étaient faites en sous-cutané. L'OMS a décidé que pour une question de tolérance locale, il était mieux de passer à la voie intramusculaire. Et ça a permis, dans les pays comme la France, on fait la biopsie musculaire au même endroit que le muscle qui est choisi, qui était recommandé par l'OMS pour faire les vaccinations. On est tombé chez un très faible pourcentage de vaccinés sur la persistance à très long terme de cet adjuvant hydroxyde d'aluminium dans les cellules immunitaires au site d'une vaccination antérieure. Dans le deltoïde. Au niveau du deltoïde. Si vous voulez, cette myofasciite à macrophage, c'est un biomarqueur qu'un individu donné a une difficulté personnelle qui lui est propre à se débarrasser de l'adjuvant. Tout le monde a un peu de mal à s'en débarrasser, et une petite fraction d'individus n'y arrive pas. N'y arrivant pas, ils conservent au site de la vaccination antérieure cette accumulation de cellules immunitaires bourrées d'adjuvants. Et visiblement, les cellules sont dépassées, leur capacité de gestion de tout cet aluminium leur est impossible. Et donc, pendant 10 ans, pendant 15 ans, peut-être plus, les patients gardent cet adjuvant dans leur organisme. Donc, l'histoire est exactement celle-là. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre cette lésion qui est localisée dans le muscle injecté et puis les manifestations, ce syndrome de fatigue chronique des patients. La première chose à comprendre, c'est que l'adjuvant, il y en a une partie qui reste localement, mais il y en a une grande partie qui part dans l'organisme. Et donc, nos travaux ont d'abord commencé à étudier où va l'adjuvant une fois qu'on l'a injecté. C'était difficile parce que c'est très difficile de suivre des toutes petites particules comme celle-là, mais on a réussi par des systèmes où on a marqué avec des systèmes de fluorescents
nos particules et on a pu voir ce qui se passe. Donc on injecte dans un muscle de souris les particules, une grande partie, donc il y a 50% de l'aluminium qui sort de l'endroit où elle a été vaccinée dans les 4 premiers jours. La particule va d'abord dans le ganglion, donc est capturée par les cellules, puis les cellules le transportent vers le ganglion lymphatique de drainage, puis de là, ça sort du ganglion et ça va dans le sang circulant. Par la circulation sanguine, ça peut atteindre des organes distants. Ça atteint des organes distants comme la rate, qui est probablement l'organe lymphoïde où se monte l'essentiel de la réponse immunitaire contre le vaccin. Et puis, à un moment, la rate se vide, et donc les particules continuent à circuler dans le sang, et sont capables de gagner des organes avec beaucoup de retard par rapport à l'injection, des organes très distants, comme le cerveau. Et la particularité du cerveau, c'est que les cellules chargées de particules qui rentrent dans le cerveau, elles y rentrent de façon tardive, de façon lente, mais de façon accumulative, c'est-à-dire ce qui rentre ne sort pas. Donc, on a acquis maintenant la conviction que la difficulté à éliminer l'adjuvant des cellules, qui est propre à certains individus, elle est observée au niveau du muscle injecté, mais elle survient dans toutes les cellules de l'organisme qui ont de l'adjuvant. Donc, les cellules immunitaires dans les ganglions, dans la rate, dans le foie ou dans le cerveau qui ont ingurgité l'adjuvant et qui l'ont transporté dans ces organes distants vont avoir la même difficulté à se débarrasser de l'adjuvant, après l'avoir transporté dans des organes où la persistance d'une stimulation immunitaire est indésirable. Il est indésirable d'avoir pendant des années une stimulation immunitaire dans le ganglion, dans la rate et encore plus dans le cerveau. Voilà, la myofasciite à macrophage, c'est le sommet de l'iceberg, si vous voulez. C'est ce qu'on voit, ce qui est facile à voir. Et puis tout le reste, c'est des quantités faibles, intracellulaires, mais persistantes de façon chronique, qui vont activer le système immunitaire à bas bruit pendant des années et qui vont aboutir à un burn-out immunitaire, si vous voulez. Donc ça, c'est l'explication. Oui, ce que je voulais vous poser comme question, est-ce qu'il n'y a que le problème des adjuvants aluminiques dans les vaccinations? Parce que cet hydroxyde d'aluminium, on le retrouve aussi dans l'alimentation, dans les déodorants, on la retrouve un peu partout. Bon. Alors quand il est pris par la peau, quand il est pris par voie orale, est-ce qu'il a les mêmes dégâts? Écoutez, des collègues qui travaillent sur le cancer du sein et ses relations possibles avec les antiperspirants, les déodorants, ont montré qu'il y a 3 ou 4 groupes qui travaillent sur ce sujet dans le monde, en Angleterre, en Australie, en Autriche, en Suisse. Ils ont montré qu'en fait, il existe effectivement un risque une augmentation du risque du cancer du sein chez les femmes quand elles utilisent des antiperspirants à base d'aluminium avant l'âge de 30 ans, en application multiple par jour, donc avec un risque particulier pour les sportifs, et sur des aisselles rasées. Et c'est 3 facteurs indépendants d'augmentation du risque du cancer du sein et naturellement l'existence de cancer du sein dans la famille qui est un facteur indépendant très puissant par ailleurs. La glande mammaire, elle a comme particularité de stocker l'aluminium. C'est-à-dire que quand on dose la quantité d'aluminium dans le tissu cancéreux du sein, il est 2 fois plus élevé que dans un tissu mammaire sain. Donc il existe un faisceau d'arguments qui sont très très puissants, qui semblent impliquer l'aluminium des cosmétiques dans le cancer du sein. Alors, il y a beaucoup d'arguments, on voit l'augmentation du nombre de cancers du sein qui est parallèle à l'augmentation de la distribution de ces cosmétiques, on voit une progressive localisation des cancers dans le cadran supéro-externe du sein, alors que quand on reprend les études des années 30, 40, 50, il y avait des cancers du sein, mais ils étaient distribués de façon beaucoup plus homogène dans le sein, ils n'étaient pas systématiquement à côté de l'aisselle. Et le dernier argument, ce sont des arguments expérimentaux, c'est-à-dire qu'on sait que si on met des cellules mammaires en présence d'aluminium, elles se cancérisent très rapidement, il y a des phénomènes oncogéniques qui surviennent, et que quand on injecte ces cellules chez les souris,
Si elles ont connu l'aluminium, elles vont faire des métastases beaucoup plus rapidement que les autres. Donc tout ça, c'est un ensemble d'arguments qui laissent penser que, effectivement, les antiperspirants à base d'aluminium posent un problème sanitaire. Je pense qu'ils ont été retirés du marché. Ils n'ont pas été retirés du marché, mais l'AFSAPS, c'est-à-dire l'agence du médicament qui existait jusqu'en 2012, je crois, ça avait recommandé une diminution progressive de l'aluminium des cosmétiques et particulièrement des antiperspirants. Alors, pour revenir à la question que vous m'avez posée, est-ce que c'est la même chose ? Eh bien, je pense que oui, parce que quand on regarde ce qu'il y a dans les antitranspirants, ce sont aussi des particules, ce sont aussi des petits cailloux. Ces petits cailloux, ils sont destinés à boucher les pores de la peau pour empêcher la transpiration. Oui. Comme je vous l'ai dit, un des facteurs de risque, c'est le rasage de l'aisselle. Et quand on fait un rasage de l'aisselle, ça fait des petites plaies, des micro-plaies cutanées, où il va y avoir des cellules immunitaires qui vont venir s'installer. C'est normal, pour nettoyer. Elles sont là, c'est leur métier, de venir là où il y a une brèche pour réparer. Et donc, elles vont capturer ces particules. Et il n'y a absolument aucune raison biologique pour que le même scénario se fasse jour, que les particules d'aluminium soient injectées à travers la barrière cutanée au travers d'un vaccin, ou bien à travers la barrière cutanée sur une aisselle rasée sur laquelle on applique plusieurs fois par jour des antiperspirants. Voilà, donc il y a le muscle, il y a la peau, et j'en arrive à ce qu'on ingère, par exemple dans les pansements gastriques, à base d'hydroxyde d'aluminium. Ça, c'est autre chose. Alors là, je vais le dire. Il y a un troisième élément qui serait proche, c'est plutôt les particules d'aluminium qu'on inhale. Parce qu'il y a des macrophages dans les alvéoles pulmonaires qui vont capturer ces particules, et elles vont être capables de le transporter vers les ganglions thoraciques, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est absolument certain. Quand l'aluminium est sous une forme particulière, qui pénètre par la voie vaccinale, qui pénètre par la voie respiratoire ou qui pénètre par la voie cutanée, dans tous les cas, il va être traité par les cellules, par les macrophages, et donc son devenir systémique va être plus ou moins la même chose. C'est-à-dire la capacité de migrer à distance. Et donc de transporter la toxicité à distance. C'est pas très grave d'avoir un macrophage chargé d'aluminium dans un muscle, c'est beaucoup plus embêtant d'avoir un macrophage chargé d'aluminium dans un cerveau, parce que c'est le cerveau qui est la cible principale de la toxicité de l'aluminium. Oui. Pour ce qui concerne l'aluminium ingéré, là, ça n'est pas la même histoire. Parce que effectivement, quand on prend du phosphalugel ou du Mahalox, ce sont des particules d'hydroxyde d'aluminium, donc les mêmes que ceux qui sont dans le vaccin. Sauf que, normalement, l'intestin forme une barrière. C'est pas parce qu'on le prend par la bouche que ça rentre dans l'organisme. Ça reste dans la lumière intestinale, et il n'y a que 1 à 3 pour 1000 qui passent la barrière. Tout le reste sort intact dans les selles. Et le 1 pour 1000 à 3 pour 1000 qui a réussi à passer la barrière intestinale, il ne la passe pas sous une forme de petit caillou, c'est pas le petit caillou qui passe, mais il passe sous la forme d'atomes, c'est-à-dire des ions aluminium Al3+, qui vont être séparés des petits cailloux qui sont dans la lumière intestinale et qui vont réussir à passer, comme si c'était du fer, à travers la barrière de l'intestin. Et à ce moment-là, le destin n'est pas du tout le même. Parce qu'on sait qu'un aluminium ionique, donc Al3+, l'atome d'aluminium, va être rapidement éliminé par voie rénale. Et ça n'est pas le cas des particules, parce que les particules, c'est des cailloux. Et ces cailloux, ils sont mangés par les macrophages. Et donc, c'est la capacité du macrophage de solubiliser le petit caillou qui va permettre son élimination par voie rénale. Tant qu'il n'est pas solubilisé, il reste à l'intérieur des cellules et il va y persister tant que la cellule immunitaire n'aura pas réussi à pousser sa solubilisation. Et donc, nos derniers résultats, qu'on a menés avec une chercheuse de Nice qui s'appelle Baria Mograbi, nous ont permis d'identifier les gènes de susceptibilité qui sont probablement responsables de cette difficulté particulière des cellules de certains individus à ne pas pouvoir liquéfier ou solubiliser les particules d'aluminium qui ont été ingérées par les cellules. Donc, grande
Attention, ne pas confondre l'aluminium qu'on ingère et qui va passer en très faible quantité de la barrière intestinale, et il va la passer sous une forme atomique, et ça va être éliminé assez facilement par le rein, avec l'aluminium particulier qu'on utilise dans les cosmétiques ou dans les vaccins, ou qu'on peut inhaler, par exemple en conditions professionnelles. Quand on regarde les manifestations cliniques de nos patients, on trouve qu'ils ont des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, qu'on a très très bien étudiés à Mondor. Et on s'aperçoit que des troubles cognitifs tout à fait superposables ont été décrits chez les travailleurs qui inhalent des poussières chargées d'aluminium. C'est une maladie professionnelle qui est parfaitement connue de certains secteurs industriels. Et on trouve, les soudeurs par exemple, et on trouve un profil de dysfonctionnement cognitif tout à fait analogue. Voilà. Par contre, on n'a pas de profil tout à fait superposable pour des intoxications aluminiques qui seraient par voie orale. Donc il n'y a pas de recrudescence du cancer de l'estomac après la prise prolongée de Maalox. Je n'ai pas travaillé sur ce sujet. C'est pas ce que j'avais entendu. Je n'ai pas travaillé sur ce sujet. Non. Et donc je ne peux pas le dire. Attention, il est bien entendu que là je parle d'un aluminium ingéré sur un tube digestif sain. Oui. Si vous avez un ulcère de l'estomac, vous allez avoir les macrophages. Et là, à ce moment-là, ils vont pouvoir capturer les particules. Vous prenez du pansement gastrique. Voilà. Alors là, c'est bien parce que vous nous avez amené ce problème professionnel d'aluminium dans le cerveau. Donc cet aluminium qu'on va peut-être retrouver dans les cerveaux des Alzheimer et puis des autistes. C'est une très vieille histoire. Et des autistes peut-être. Alors sur l'autisme, je vais vous en parler, je vais dire un mot dans un instant. La maladie d'Alzheimer, ça fait très longtemps qu'on suspecte l'aluminium de jouer un rôle dans la maladie d'Alzheimer. On va le dire comme ça de façon prudente. Un des principaux éléments, c'est que quand on étudie les métaux présents dans le cerveau des maladies d'Alzheimer, on trouve que l'aluminium est présent de façon très habituelle. C'est pas constant, mais c'est très 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 habituel et il y est présent en très grande quantité. Les spécialistes de l'Alzheimer, qui ne sont pas du tout des toxicologues de formation, il faut comprendre, ce sont des neurologues, ce sont des neurobiologistes, mais ils n'ont aucune qualification en chimie inorganique. Et pour eux, ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça fait là. Mais tous les spécialistes de toxicologie de l'aluminium ont montré depuis des années qu'on reproduit tous les éléments de la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, aussi bien sur des cellules en culture, des neurones en culture par exemple, que chez des animaux d'expérience. On est capable de réinduire les mécanismes élémentaires qui conduisent à la maladie d'Alzheimer. Donc actuellement, il est à peu près possible d'affirmer que si l'aluminium n'est pas la cause de la maladie d'Alzheimer, une intoxication à l'aluminium, quelle qu'en soit la source, ne peut qu'aggraver la situation, c'est-à-dire rendre l'Alzheimer plus précoce, en faire des formes plus rapidement évolutives, plus sévères. Ce n'est pas la peine de faire de la recherche expérimentale si on ne se sert pas des résultats qui sont absolument clairs dans la littérature sur ce sujet. Si vous mettez des souris dont on sait qu'elles sont génétiquement programmées pour développer un Alzheimer, si vous leur donnez à manger de l'aluminium, vous allez voir qu'elles vont faire leurs lésions de façon beaucoup plus précoce, avec des formes beaucoup plus rapidement évolutives que la souris contrôle qui aurait eu une alimentation normale. Voilà pour l'Alzheimer, donc c'est une très vieille histoire. Il n'y a pas que l'Alzheimer, il y a d'autres maladies neurodégénératives. Il y a la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, il y a la maladie de Parkinson. Toutes ces maladies neurodégénératives ne peuvent avoir qu'un malus d'avoir présent dans le système nerveux central cet aluminium qui est un métal, on a oublié de le dire ça, mais qui est un métal qui est hautement indésirable. C'est à peu près le seul métal dont le vivant n'a jamais tiré parti. Aucun métabolisme biologique connu utilise l'aluminium ne s'est approprié l'aluminium que comme un cofacteur pour un de ces métabolismes. Alors pourquoi on l'utilise ? Tout a été fait au cours du développement pour tenir l'aluminium à l'extérieur. Ouais. Donc les barrières, si vous voulez, intestinales, respiratoires, cutanées,
des organismes, des animaux par exemple, se sont organisés pour empêcher cet aluminium d'entrer. Alors, l'aluminium, il est très 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 abondant dans la nature. C'est le plus abondant des métaux dans la croûte terrestre. C'est le plus abondant, c'est plus abondant que le fer. Et que le calcium. Mais le calcium n'est pas un métal. Bon, mais si on prend les métaux, la différence entre l'aluminium et le fer, l'aluminium est beaucoup plus fréquent, mais l'aluminium, il est entièrement dans la lithosphère, c'est-à-dire il est emprisonné dans les roches. En fait, il était emprisonné dans les roches depuis le début de l'histoire du vivant. Il était caché. Et puis, quand, vers le milieu du 19e siècle, on a découvert les propriétés extraordinaires de ce métal, l'aluminium, on a commencé à en faire l'extraction, on l'a sorti des roches, on l'a utilisé d'abord dans des objectifs métallurgiques, mais après on s'est aperçu qu'il avait des tas d'utilités. On en a fait des casseroles. On en a fait des casseroles, mais ça tout le monde a sa idée. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la levure chimique pour faire des viennoiseries, c'est un clarifiant des liquides, notamment de l'eau. Donc on veut passer d'une eau trouble à une eau claire, on met de l'aluminium dedans, ça floccule, et donc c'est merveilleux, ça clarifie les eaux. Ça blanchit le lait en poudre, et notamment des bébés, mais dans tous les laitages, on utilise l'aluminium pour blanchir les aliments. Donc, il y a une très grande utilisation d'un aluminium non métallurgique qui est utilisé dans l'industrie alimentaire, qui est utilisé dans les cosmétiques, qui est utilisé dans les médicaments. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Toi mon médecin, tes patients sont mal en point. Avec toutes tes piqûres, embarque dans ma voiture. Avec toutes tes piqûres, embarque dans ma voiture. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Romain Gérardi, là vous venez de nous montrer qu'il n'y a pas que dans les vaccins qu'on trouve de l'aluminium. Donc après, forcément, quand vous arrivez avec votre petit laboratoire, on peut déjà rappeler que vous êtes quand même le seul en France à travailler sur plusieurs domaines. J'ai mis ma vie professionnelle à viser à mettre sous une même gouvernance une consultation clinique spécialisée, un centre de référence sur les maladies neuromusculaires, un laboratoire de pathologie musculaire qui est destiné à faire des biopsies, à regarder les biopsies au microscope, et un laboratoire de recherche expérimentale de l'INSERM, dont j'ai abandonné la direction il y a 1 an et demi à mes successeurs. Ça nous a mis dans une situation... Vous pouvez tout faire. Ce que vous reprochiez au neurologue tout à l'heure. De pouvoir tout faire, exactement. De pouvoir tout faire, et surtout de ne pas lâcher l'affaire, parce que quand on était dans une impasse clinique, on avait des résultats expérimentaux qui nous faisaient comprendre des choses que la seule approche clinique ne nous permettait pas. Inversement, quand on avait des difficultés à trouver des financements pour notre recherche expérimentale, l'abondance des patients qui s'adressaient à nous avec des nouveaux cas qui sans cesse étaient identifiés nous disaient on ne peut pas lâcher cette affaire, c'est une affaire qui est beaucoup plus importante que ce que pensent même les agences de régulation sanitaire. Et donc en permanence, l'activité clinique et biopsique a enrichi la partie recherche fondamentale, et la partie fondamentale a essayé de colmater les trous, enfin de remplir le puzzle où il y avait beaucoup de pièces manquantes par une seule approche clinique. Donc je pense que c'est vraiment un système très fertile. Qui serait bien d'appliquer dans tous les domaines. Qu'on pourrait appliquer à de nombreux domaines, mais là, nous on a la chance d'avoir un champ très caractérisé, donc on peut le faire. Il serait impossible de le faire sur des champs qui seraient trop larges. Alors vous découvrez cet aluminium qui finalement n'a rien à faire dans les vaccins. On peut se poser la question de savoir s'il a à faire ailleurs aussi, mais donc... Et là, vous partez un peu en croisade pour aller dans des séminaires avec d'autres personnes et avec des lobbyistes. Et là, je veux dire, vous n'êtes pas très très bien accueillis. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, il faut admettre que je suis protégé par une sorte de naïveté de fond,
où je pense que vous êtes un universitaire. On a le droit de chercher. Et vous dites dans votre livre qu'un universitaire, fondamentalement, un universitaire est celui qui refuse d'être au pas. Donc c'est surtout ça, vous êtes un universitaire. Je suis effectivement un universitaire, c'est-à-dire je suis protégé par le principe reconnu à l'échelon du droit européen, qui est celui de la liberté d'expression, et non pas l'option, mais l'obligation de donner le contenu de ces recherches. Donc moi, je n'ai pas de position idéologique dans cette affaire. Je dis simplement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait me contraindre à ne pas utiliser pour comprendre ce que je vois dans mon activité hospitalière ou dans mon activité de recherche. Qu'est-ce qui me ferait que je devrais arrêter de chercher à essayer de comprendre et à divulguer l'information. Et à divulguer l'information. Donc là, c'est vrai, on me dira, vous faites le lit des anti-vaccins. Moi, que les choses soient absolument claires. Je suis, personnellement, et toute mon équipe avec moi, absolument convaincu que les vaccins sont globalement sûrs, qu'ils ont apporté un bénéfice considérable à la santé publique au cours des âges modernes, je dirais, mais que ce n'est pas pour autant que des actions préventives basées sur le principe vaccinal n'ont pas des effets secondaires. Si on veut améliorer les vaccins et donc conserver la confiance du public vis-à-vis des vaccins, il faut faire l'effort d'essayer de comprendre ce qui se passe pour justement trouver les solutions qui vont optimiser progressivement les vaccins. Et c'est exactement le contraire qui est fait actuellement et qui est préconisé par les agences sanitaires. Oui, en plus, les fournisseurs de vaccins disent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc ils sont tout à fait au courant qu'il y a une certaine partie de la population pour qui ce ne sera pas bénéfique. Eh bien, c'est là où je ne suis pas d'accord. Je pense que la population n'est pas prête à accepter cela. Surtout que la vaccination est obligatoire. Et la question de la vaccination obligatoire, c'est encore autre chose. Il y en a 3. C'est-à-dire quoi? Pour l'instant, il y en a 3. Vous savez que la concertation citoyenne a abouti à une proposition très surprenante que pour augmenter la confiance du public, il fallait passer de 3 à 6 ou de 3 à 9 vaccins obligatoires. Je dirais, à la limite, moi, ça ne me choquerait pas, mais si, dans le même temps, on sentait une volonté affirmée, loyale, d'explorer toutes les pistes, d'adresser sérieusement tous les signaux de sécurité qui sont montés. Et actuellement, je dis que ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que tout est fait pour temporiser, pour minimiser, pour empêcher qu'une vérité soit totalement éclaircie par la science. Comprenez, ça c'est quelque chose que vous et vos auditeurs devez comprendre. La recherche ne peut fonctionner que si elle est financée. Oui, mais ça, on voit dans votre livre à quel point vous avez du mal. Et le financement n'est obtenu que si on reconnaît qu'il y a un sujet financé. À partir du moment où toutes les agences sanitaires, je dis bien toutes, c'est-à-dire l'OMS, la Food and Drug Administration, l'Agence européenne du médicament, les agences sanitaires françaises, ont toutes eu tendance à dire qu'il ne faut pas faire de recherche sur ce sujet. Si j'ai un désaccord profond avec le système, il est là. Moi, je dis le contraire. Il faut absolument suivre les pistes. Il en résultera de meilleurs vaccins à l'arrivée. Et comme ils seront meilleurs, très vite, la population va s'en rendre compte et elle va de nouveau avoir confiance. On est là devant des complications chroniques qui passent sous les radars. Personne ne va imaginer qu'une complication, une maladie qui émerge 6 mois, 1 an et demi, 2 ans après le vaccin, peut avoir une relation avec le vaccin. Donc ça, personne ne va jamais, même les malades eux-mêmes, ni leurs médecins, ne va faire le lien. Il a fallu qu'on trouve cette persistance anormalement longue de l'adjuvant dans l'organisme de nos patients pour qu'on comprenne que la question de la temporalité du temps long est quelque chose d'absolument fondamental à prendre en considération et qui ne l'est absolument pas dans la prise en compte des effets secondaires des vaccins. Donc là, le facteur T, c'est vraiment un point majeur, c'est l'angle mort du système de sécurité vaccinale. Personne ne l'a regardé
Et je vais même dire plus, personne ne veut le regarder parce que tout le monde craint ce qu'on pourrait trouver. Et ça fait très peur. Où on va quand on voit que chez les Américains, il y a 69 injections, dont 16 qui sont faites dans les 18 premiers mois. En France, il y a 18 vaccins qui sont proposés. Toi, mon avocat, tu me cherches des tracas avec toutes tes procédures. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon sénateur, tu te fous bien des électeurs et du haut de ta statue. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon gros banquier, t'arrêtes pas de nous faire payer. Tes profits n'ont pas d'allure. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon politicien, tes promesses ne valent rien. Avec toutes tes coupures, embarque dans ma voiture. Est-ce qu'on peut parler du syndrome de la guerre du Golfe? Parce que ça rappelle bien aussi, c'est dans votre livre, à quel point ça peut faire des dégâts. Oui, alors, syndrome de la guerre du Golfe, pour le remettre un peu en condition, on parle de la deuxième guerre du Golfe. Quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, l'ONU et les États-Unis ont décidé d'envoyer des troupes au sol dans une phase de cette guerre du Golfe qu'on a appelée bouclier du désert. Et puis ils ont pensé que ça suffirait à faire reculer Saddam Hussein, et ça ne l'a pas fait reculer. Et à un moment, contre tous les pronostics des stratèges occidentaux de l'époque, on s'est aperçu qu'il serait nécessaire de passer à une phase offensive, donc de passer de la phase bouclier du désert à la phase tempête du désert. Et là, on envoie du monde. Hein. Et dans la phase tempête du désert, non mais ça c'est important à comprendre, on s'est dit, attention, parce qu'il a peut-être des armes bactériologiques, et donc les boys qui étaient sous gouvernement américain, c'est-à-dire les GIs américains, les vétérans britanniques et les vétérans canadiens, et eux seuls, ceux qui étaient destinés à passer à la phase offensive, ont fait l'objet d'une vaccination extrêmement intensive pour des tas de vaccins, et donc les témoignages à l'époque racontent que des dizaines de vaccins, jusqu'à 10 injections dans la phase préparatoire de cette phase offensive. Dans ces vaccins, il y avait les mêmes vaccins que ceux qui donnent la myofasciite à macrophage, c'est-à-dire l'hépatite B, l'hépatite A, les tétanos, la méningite, le pneumocoque, mais il y avait surtout un vaccin de guerre qu'on appelle le vaccin contre le charbon ou contre l'anthrax, qui normalement s'injecte en 6 injections sur 18 mois. Et là, tout indique que les 6 injections, elles ont été faites en quelques jours. Comme il était urgent d'immuniser les boys, il semblerait qu'en plus de l'hydroxyde d'aluminium qu'il existe dans ce vaccin de guerre, il n'est pas impossible qu'une tentation ait été faite, même si les autorités américaines continuent à dire que ça n'a pas été le cas, qu'un deuxième adjuvant expérimental a été introduit, qu'on appelle le squalene. Et donc, résultat des courses, 150 000 GIs américains ont développé, avec retard... 250 000 Américains, voilà. 6 000 Britanniques, 300 Canadiens, près d'un quart, voilà. Près d'un quart des GIs ont développé, habituellement au retour aux États-Unis, donc c'est pas sur le terrain, avec un délai, le facteur T dont on parlait tout à l'heure, de plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, ont développé une maladie qui est absolument superposable à celle que nous avons observée, nous, chez nos patients civils français. Des douleurs musculaires et articulaires, une fatigue chronique inexpliquée, des troubles de la concentration et de la mémoire, des troubles digestifs, des difficultés à respirer, etc. J'ai acquis très tôt la certitude qu'on parlait de quelque chose de superposable. Et d'ailleurs, je l'avais dit à une commission d'enquête du Parlement, qui avait été présidée à l'époque par M. Cazeneuve et Mme Rivasi, et d'ailleurs, dans les conclusions, allaient dans mon sens en disant le plus vraisemblable, c'est que le syndrome de la guerre du Golfe ait comme cause réelle les vaccinations qui ont été administrées. C'est la seule cause qui tiennent le coup d'un point de vue épidémiologique. Les Britanniques ont beaucoup travaillé sur le sujet. Ils ont essayé de vous envoyer des vétérans que vous n'avez jamais reçus. Ça, je raconte dans mon livre. Voilà. Et il y a aussi ces 7000 données vaccinales qui ont malheureusement disparu. Oui, malheureusement disparu. Donc, il y avait un cavalier législatif dans les lois sur les dispositions visant à interdire les recours contre les producteurs de vaccins
En cas d'accidents vaccinaux, tous les vaccins d'ailleurs, a été retirée cette loi, j'espère quand même. Elle a été retirée, mais dans le Homeland Security Act, à l'époque de Bush, George W., l'industrie du vaccin avait réussi à camoufler dans le Homeland Security Act un tout petit paragraphe dans lequel il était dit qu'il serait désormais impossible de poursuivre les firmes productrices de vaccins pour des effets secondaires des vaccins. Et il n'était pas du tout mentionné que c'était pour des vaccins de guerre. Ça s'appliquait à tous les vaccins. Vaccins civils, vaccins de guerre, vaccins obligatoires, tous les vaccins sans exception. Et heureusement, après quelques mois, ce cavalier législatif a été identifié et il a été retiré. Pour vous dire que la question des adjuvants, elle est en fait parfaitement connue comme posant un problème, mais ça n'est devenu un sujet d'intérêt citoyen ou public que depuis assez peu de temps finalement, depuis 2-3 ans je dirais. En 2004, le Conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la SAPS, considère qu'aucun syndrome clinique spécifique n'est retrouvé associé à la vaccination avec des vaccins contenant un adjuvant aluminique et ne recommande pas à ce jour la réalisation de nouvelles études épidémiologiques. C'était en 2004, vous dites que là vous êtes mort. Après, il y a eu des enquêtes qui ont été autorisées, mais on ne vous les a pas confiées. C'est-à-dire on vous met un couteau dans le dos. Alors vous bossez sur le truc depuis des années. C'est important de regarder la sémantique qui est utilisée. Quand ils disent « il n'y a pas de syndrome spécifique », ils jouent sous les mots. Spécifique, des douleurs musculaires, c'est pas spécifique. On peut avoir des douleurs musculaires pour 20 raisons ou 100 raisons différentes. La fatigue, c'est pas spécifique. Les troubles de l'attention, de la mémoire, c'est pas spécifique. Mais en revanche, quand ces troubles se trouvent combinés en un syndrome, ils forment une maladie qui est parfaitement identifiée et répertoriée dans la liste officielle des maladies de l'OMS, qui s'appelle le syndrome de fatigue chronique. Tout a été fait pour refuser le mot syndrome de fatigue chronique et tourner autour. Et donc après, il n'y avait plus de malades. Donc même les malades... Donc ça, c'est... Il faut bien voir qu'il y a des ficelles qui sont utilisées, sémantiques, et quand ils disent qu'il n'y a pas de lien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité d'affirmer l'existence ou la non-existence d'un lien. Et ça, c'est jamais énoncé comme ça. C'est-à-dire que c'est pas on reste dans le doute, c'est on dit il n'y a pas d'éléments probants. En gros, ça veut dire que la charge de la preuve, elle est à faire par les malades et elle n'est pas à faire par l'industrie du médicament. Et donc, vous voyez bien que quelques malades qui sont des gens sans formation, qui sont très malades, très fatigués, très atteints dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, la plupart vivent avec les minima sociaux, on demande d'apporter des preuves face à les 3 multinationales du médicament qui tiennent 80% du marché, Sanofi, Glaxo et Merck. Alors ces malades se retrouvent devant, je ne sais où, ils ont été manifestés. Ils sont allés s'enchaîner devant le ministère de la Santé. C'est cette action-là qui a finalement débloqué le financement un début de financement pour des recherches qui nous ont été attribuées, d'ailleurs non sans mal, parce qu'à un moment l'idée était on va débloquer de l'argent, mais on ne va pas le donner à l'équipe de Créteil, on va le donner à des gens. Ah bon, finalement vous l'avez eu. Et on a fini par l'avoir, avec des résultats considérables, avec une somme qui était dérisoire pour une recherche de haut niveau, qui était de 150 000 €. On a fait d'énormes progrès, c'est-à-dire qu'on a identifié des gènes de susceptibilité, et on a montré qu'il y a eu de relations dose-effet classiques pour les adjuvants aluminiques, c'est-à-dire que ce sont les faibles doses d'adjuvants qui sont les plus neurotoxiques. Qui sont les plus dangereuses, parce qu'elles passent... Donc, c'est 2 éléments énormes dans le domaine, ce qui montre bien que si on finançait, même avec des financements raisonnablement élevés, on ferait très rapidement des progrès tout à fait considérables dans la sécurité des adjuvants. Pourquoi on ne repasse pas au calcium, tout simplement ? Eh bien, c'est une des options. On peut parler de tout ce qu'on pourrait faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de l'aluminium ? Se poser la question, pour tel médicament, est-ce qu'on a réellement besoin d'un adjuvant ? Pour les DTP, par exemple, diphtérie, tétanos, polio, il existait jusqu'en 2008 un DTP sans aluminium qui marchait
parfaitement bien au contentement de tout le monde. Ce DTP sans aluminium a été retiré pour des raisons qui restent à éclaircir et qui sont dans les mains de la justice actuellement. Maintenant, il n'existait ensuite qu'un DTP avec aluminium. Donc la première solution, c'est de dire pourquoi pas remettre le DTP sans aluminium dont tout le monde était content jusqu'à maintenant. Deuxième question, il est absolument avéré, c'est pas moi qui le dis, c'est la Food and Administration, qu'on n'a pas besoin d'adjuvants, qu'on n'a jamais besoin d'adjuvants pour les rappels. Pour les rappels, on a besoin d'adjuvants pour la première injection, pour éduquer le système immunitaire, mais après, quand on veut simplement rappeler aux cellules mémoire qu'il faut qu'elles se maintiennent en état de vigilance, on n'a besoin que de mettre l'antigène, on n'a pas besoin de remettre l'adjuvant. Vous voyez bien que à chaque fois que vous coupez le doigt et que vous allez aux urgences à l'hôpital, on vous fait un vaccin antitétanique. À chaque fois, vous prenez une dose de et on ne vous demande pas votre avis. Et pour certaines personnes, ils peuvent en prendre 3 ou 4 dans l'année. Donc, tout ça, c'est une charge aluminique totalement inutile. On pourrait faire les mêmes injections sans aluminium, avec le même bénéfice clinique, et sans avoir l'exposition aluminique qui va avec. Ça fait 2 solutions. Troisièmement, on peut réintroduire le phosphate de calcium, qui avait été utilisé par Pasteur, qu'on avait retiré au moment de la fusion avec Mérieux, qui avait été retiré à cette occasion pour des raisons de logique purement industrielle, et aux grandes dames des pasteuriens de l'époque qui avaient beaucoup râlé, qui avaient fait des lettres au ministère, j'en reproduis une dans mon livre, et ça n'avait pesé de rien contre le désir de l'industriel de ne vendre que des vaccins à base d'aluminium. Oui, dans votre livre, il y a un bel... Quatrièmement... Attendez, parce que je voudrais juste rester là-dessus, sur ce monsieur qui dit que ça faisait 20 ans qu'il vous attendait, qui a travaillé aussi très longtemps. C'est le professeur Reliveld qui a travaillé longtemps sur le sujet, qui était l'inventeur de cet adjuvant des vaccins IPAD, donc à base de phosphate de calcium. Il faut comprendre que le phosphate de calcium, ça fait des petits cailloux qui sont exactement semblables à l'hydroxyde d'aluminium. Pendant très longtemps, on a pensé que c'en était. Quand on voyait en microscopie électronique ces inclusions dans nos macrophages, on pensait que c'était du phosphate de calcium, parce que ça avait exactement l'aspect cristallin typique du phosphate de calcium. Et c'est la négativité réitérée des marqueurs du calcium sur nos lésions qui nous ont fait un peu tiquer et qui ont conduit à une analyse de biophysique pointue qui a permis de montrer que ce n'était pas du phosphate de calcium, mais que c'était du l'oxyde d'aluminium. Tout ça pour dire que le principe serait le même. La grande différence entre le phosphate de calcium et l'oxyde d'aluminium, c'est qu'on en a plein dans nos os. Oui, l'organisme sait gérer le phosphate de calcium. C'est beaucoup plus facile pour un organisme de gérer du phosphate de calcium que de gérer l'hydroxyde d'aluminium. Il y a un autre avantage du phosphate de calcium, c'est qu'il n'induit pas d'immunoglobuline E. Les IgE, c'est les anticorps responsables de l'allergie. Les vaccins à base d'aluminium sont potentiellement des pro-allergisants. Et quand on voit les quantités de vaccins qui sont donnés aux plus jeunes âges, là où le système immunitaire se construit, il y a presque de façon expérimentale la fabrique de futurs allergiques. Donc ne serait-ce que ce point-là, ça mériterait déjà de discuter de retrait de l'hydroxyde d'aluminium par mesure de sécurité. Quatrièmement, il y a certains vaccins qui ont toujours été adjuvantés, et puis un jour, pour une raison commerciale, on s'est aperçu que les gens ne voulaient plus de l'adjuvant, et on a retiré l'adjuvant et ça fonctionnait quand même. Ça Quel vaccin ? Les vaccins pour les chats. Ah oui, donc chez les animaux... Chez les animaux, les vaccins à base d'aluminium, ça donnait des complications à l'injection locale, notamment des sarcomes, des cancers du chat. Les propriétaires de chats et de chiens ont dit, mais non, ça fait le 3e chat qui développe un cancer ensuite d'une vaccination, moi je le fais. Et donc ils ont vu que le marché était en train de baisser, et donc ils ont trouvé la manière de faire un vaccin tout aussi efficace. Est-ce que le marché ne baisse pas en France quand même ? Est-ce que... Je vais vous parler du marché dans un instant parce que c'est effectivement quelque chose d'important. On n'a pas fini. Surtout ce qui poserait possible. On peut, sur certains vaccins, sans doute se passer de l'adjuvant. Et puis, il y a des adjuvants de nouvelle génération. Il y a des centaines de brevets sur des nouveaux adjuvants. Et même les gens qui sont les plus mécontents de mon livre admettent, au fil des interviews qu'on peut entendre à droite et à gauche, que maintenir les adjuvants aluminiques dans les vaccins, c'est pas inscrit dans le marbre pour toujours. Il y a maintenant suffisamment de vaccins d'adjuvants de nouvelle génération
pour qu'on arrête d'utiliser un adjuvant qui a été introduit en 1926, sur une base totalement empirique, totalement non contrôlée au niveau de la compréhension. Le marché du vaccin est dans une phase d'expansion explosive. On passe d'un chiffre de 7 milliards de dollars en 2005 à 100 milliards de dollars en 2025. En 20 ans, on passe de 7 à 100. Et ceci fondé sur des stratégies d'expansion vaccinale sans précédent. Et donc je dis que ce n'est pas raisonnable d'avoir fondé une stratégie d'expansion vaccinale sans avoir repris les fondamentaux. Et quand on regarde à la loupe, même pas à la loupe, à une petite loupe, le sérieux des études de départ, on est ahuri de leur faiblesse. Il faut absolument qu'on remette ça sur les tablettes. Ce livre se lit vraiment comme un thriller. Vous allez rentrer dans toute cette histoire du docteur Gherardi, Romain Gherardi. Sur la couverture, on voit une bombe AL3+, une petite bombe comme ça. C'est plus que du bioterrorisme, ce qu'on est en train de faire avec ces vaccins. Ça s'appelle Toxic Story, c'est publié aux éditions Actes Sud. Vous avez un mot pour terminer l'émission ? Il y a une phrase de Václav Havel qui est très bonne et que je fais mienne. L'indépendance n'est pas un état de choses, c'est un devoir. Et donc, j'encourage, s'il y a certains de mes collègues qui écoutent cette émission, de s'approprier cette invigoration. Et est-ce qu'on a le droit, nous, en tant que patients qui se fait vacciner de manière obligatoire, à être indépendants ? Comment résister ? Parce que nous, on n'a pas le choix. Je pense que c'est pas de l'indépendance, c'est de la détermination. Je pense qu'il y a un contre-pouvoir citoyen qui est rendu possible par Internet et qu'il n'y a que ça qui fait bouger. Parce que les 100 milliards de dollars, qu'on s'entende bien, moi je n'ai rien contre l'industrie du médicament. Je pense simplement que l'industrie du médicament, elle est là pour donner des bons produits. Que le gouvernement, il est là pour assurer la santé publique. Et que quand j'entends dire que la grande pharmacie, les grandes multinationales du médicament sont des coproducteurs de santé publique avec les gouvernements, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. Chacun à sa place. Les élus du peuple font la santé publique, les producteurs de médicaments font des produits de la meilleure qualité possible. Et les agences du médicament doivent être des polices du médicament. Ce sont des bastions avancés des intérêts industriels, ce qui n'est pas du tout ce qu'elles prétendent être. Donc je pense que c'est sur des questions comme ça qu'il faut insister, poser des questions, faire grincer le système jusqu'à ce qu'on aille vers un mieux. Il faut toujours espérer. Je vous remercie beaucoup. Toxic Story aux éditions Actes Sud de Romain Gherardi. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils,